Pourriez-vous vivre dans un endroit où la qualité de l'air est si toxique que respirer pendant une seule journée équivaut à fumer 2 paquets de cigarettes? Des endroits où il est presque impossible de marcher dans les rues à cause des ordures éparpillées partout? Ou des communautés si isolées et pauvres que la vie semble s'y être arrêtée, sans accès à l'eau potable, à l'électricité, à Internet, aux soins de santé ou à tout espoir de changement? Et je ne parle pas seulement de pollution et de pauvreté. Je parle d'endroits où la survie est un combat quotidien, de villes où le froid atteint des températures incroyables de moins 70 degrés Celsius, à des régions si chaudes que l'asphalte fond sous les pieds, des endroits tellement surpeuplés que les gens vivent empilés les uns sur les autres, sans espace, sans intimité, et souvent sans dignité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir les pires endroits où vivre sur la planète. Et si vous pensez avoir tout vu, préparez-vous, car ce qui suit va changer complètement votre vision de ce que signifie vivre dans un endroit terrible. Alors mettez votre masque et vos gants et venez avec moi dans ce voyage perturbant à travers les véritables enfers urbains de la Terre. Maintenant, imaginez vivre dans une ville où le danger ne vient pas seulement de la pauvreté ou du manque d'infrastructures, mais aussi de la guerre constante, où le bruit des tirs, des explosions et des cris n'est pas une exception, c'est une partie de la routine. C'est Goma, une ville construite sur l'instabilité. Avec plus d'1 million d'habitants, elle est située dans l'une des régions les plus violentes du continent africain. Entourée par des dizaines de groupes armés qui se disputent le territoire, les mines et le pouvoir, les milices attaquent les villages voisins, avancent sur les quartiers urbains et transforment les civils en cibles. Fuir n'est pas toujours possible, résister est une obligation quotidienne. La ville vit entourée de camps de déplacés internes. Des milliers de familles fuient les massacres à l'intérieur des terres et finissent par s'entasser dans des tentes improvisées aux abords de Goma, sans eau potable, assainissement ou sécurité. Les enfants dorment par terre, les femmes marchent des kilomètres à la recherche de nourriture. Les maladies se propagent rapidement dans ces camps surpeuplés où l'abandon est total. À l'intérieur même de la ville, la situation n'est pas meilleure. Une grande partie de la population vit dans des quartiers précaires, avec des maisons improvisées, des rues en terre, des ordures accumulées et des égouts à ciel ouvert. L'eau est rare et, lorsqu'elle est disponible, elle est souvent contaminée. L'électricité est instable ou inexistante dans plusieurs zones. Les hôpitaux fonctionnent à la limite, sans médicaments, équipements ou personnel suffisant pour répondre à la demande des blessés et des malades. Et comme si cela ne suffisait pas, Goma cohabite encore avec un danger naturel mortel, le volcan Nyiragongo, l'un des plus actifs au monde. Lors d'éruptions récentes, des rivières de lave ont détruit des quartiers entiers, laissé des milliers de sans-abri et transformé la ville en un scénario apocalyptique. Ici, la peur vient autant du ciel que de la terre, et aussi des hommes armés. Vivre à Goma, c'est survivre encerclé de tous côtés, par la guerre, par la misère, par la maladie et par l'incertitude absolue. C'est habiter dans une ville où l'avenir n'est pas planifié, seulement redouté. Si, dans certains endroits, la pauvreté, le manque de ressources et la précarité des infrastructures rendent déjà la survie difficile, à Gaza, le plus grand problème porte un nom encore plus cruel. La guerre. Située entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée, la bande de Gaza est un territoire palestinien où plus de 2 millions de personnes vivent encerclées, bombardées et isolées dans l'une des zones les plus densément peuplées et conflictuelles de la planète. Gaza est souvent décrite par les organisations internationales comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Les habitants n'ont pas la liberté de mouvement. Les frontières sont bloquées, l'espace aérien est contrôlé, l'entrée des produits, des médicaments, du carburant et de la nourriture est strictement limitée. Et lorsqu'il y a des escalades de conflits, la destruction est immédiate. Les missiles, les drones, les explosions et les décombres font partie de la routine. Les maisons sont souvent réduites en ruines, les écoles sont touchées, les hôpitaux s'effondrent avec l'arrivée des blessés et les enfants grandissent traumatisés. Il n'y a aucun moyen de fuir car il n'y a nulle part où aller. Même ceux qui survivent physiquement portent des cicatrices mentales qui durent pour toujours. L'infrastructure est précaire. Le système d'énergie électrique fonctionne, en moyenne, seulement 4 heures par jour, quand il n'est pas complètement interrompu. L'eau courante, quand elle arrive, est impropre à la consommation, forçant des familles entières à dépendre de camions-citernes qui n'apparaissent pas toujours. Le chômage frôle les 50% et plus de 80% de la population dépend de l'aide humanitaire pour réussir à manger. À chaque nouveau conflit, Gaza se reconstruit partiellement pour être détruite à nouveau.
La peur est constante, les sirènes annoncent la terreur et les abris souterrains deviennent des refuges de vie ou de mort. Mais il n'y a pas de sécurité, pas même à l'intérieur de la maison. Vivre à Gaza, c'est vivre avec la peur. La peur des bombes, de la faim, de ne pas pouvoir protéger ses enfants. C'est vivre avec le sentiment que le monde vous a oublié, ou pire, qu'il ne s'en est jamais soucié. Et pourtant, des millions de personnes résistent chaque jour dans l'un des endroits les plus dévastateurs, insécurisés et impossibles à vivre de la planète. Au cœur de Mumbai, la ville la plus peuplée d'Inde, se trouve Dharavi, le plus grand bidonville d'Asie et l'un des plus densément peuplés au monde. Avec plus d'1 million de personnes vivant sur seulement 2,1 km², Dharavi est un véritable labyrinthe humain où chaque centimètre compte et où même l'air semble disputé. Les maisons sont minuscules, empilées les unes sur les autres, séparées par des ruelles si étroites que 2 personnes ne peuvent pas passer côte à côte. Pendant la journée, la chaleur s'accumule comme dans une serre. La nuit, la ventilation manque. L'eau courante arrive pendant quelques heures par jour. Quand elle arrive, et les eaux usées coulent à ciel ouvert entre les constructions, où les enfants jouent pieds nus et où les ordures s'accumulent dans les coins. En fait, les ordures sont partout, sur le sol, dans les ruelles, sur les toits et même flottant dans les petits canaux qui traversent la communauté. Il est impossible d'échapper à la saleté. Malgré cela, Dharavi est un monde à part. On estime qu'il existe plus de 15 000 petites usines fonctionnant à l'intérieur des cabanes. Plastique recyclé, tissus, céramique, articles en cuir, sucreries, tout y est produit dans des conditions précaires par des travailleurs informels qui gagnent moins de 2 $ par jour. L'économie souterraine du bidonville brasse des millions, mais l'argent n'arrive presque jamais à ceux qui en ont vraiment besoin. La surpopulation est un danger constant. Lorsque des maladies surviennent, elles se propagent rapidement. Dharavi n'est pas seulement un bidonville. C'est un portrait cruel de l'inégalité, un reflet brutal d'un système qui permet à des milliers de personnes de survivre sans espace, sans santé, sans sécurité et sans alternative. C'est, sans aucun doute, l'un des pires endroits où vivre. S'il existe une capitale où le manque de nourriture, de carburant et d'électricité n'est pas un événement isolé, mais une partie de la routine, elle s'appelle la Havane. Ici, le quotidien est marqué par des files d'attente interminables, des étagères vides et des coupures de courant fréquentes qui plongent des quartiers entiers dans une obscurité absolue. La capitale cubaine, connue mondialement pour sa musique, ses voitures anciennes et son architecture historique, vit aujourd'hui une réalité de pénurie profonde et constante. À la Havane, le manque de nourriture domine tout. La nourriture est strictement rationnée, et des produits de base comme le riz, l'huile, les œufs, la viande, le sucre et le lait disparaissent simplement des marchés pendant des semaines, voire des mois. Lorsqu'ils apparaissent, ils sont vendus en quantité minime, insuffisante pour soutenir une famille. Beaucoup de gens passent des heures, parfois la journée entière, dans des files d'attente juste pour entendre que le stock est épuisé. Bien manger est devenu un privilège. Manger à sa faim est devenu un défi. Pour vous donner une idée, même le pain est contrôlé. Chaque citoyen reçoit un carnet de rationnement qui limite la quantité de pain par jour, souvent juste 1 ou 2 unités par personne. Et cela ne s'arrête pas là. L'électricité est un autre problème constant. Des pannes longues et imprévisibles laissent des quartiers entiers dans le noir pendant des heures et, dans certains cas, pendant des jours entiers sans énergie. Il n'y a pas de ventilation dans la chaleur étouffante des Caraïbes, pas de réfrigération pour conserver les aliments et pas d'eau courante, car les pompes électriques cessent de fonctionner la nuit. La Havane ressemble à une ville fantôme, éclairée uniquement par des bougies, des lanternes improvisées et des téléphones portables presque sans batterie. Le silence n'est brisé que par le son lointain des générateurs ou par le désespoir des gens essayant de s'adapter à l'obscurité. Le carburant manque également, les bus cessent de circuler, les ambulances ont du retard et les transports publics s'effondrent. Les gens marchent des kilomètres pour se rendre au travail. Quand il y a encore du travail, les voitures restent abandonnées dans les rues par manque d'essence. Le pays s'arrête tout simplement. Et pendant que tout cela arrive, la ville se décompose physiquement. Les bâtiments historiques de la Havane tombent en morceaux, avec des façades fissurées, des balcons sur le point de s'effondrer, des escaliers corrodés et des toits soutenus par des poutres improvisées. Dans de nombreux quartiers, vivre dans un immeuble condamné est la seule option. Les effondrements sont fréquents. Les gens dorment avec la peur que le toit ne résiste pas à la prochaine pluie. Mais partir n'est pas un choix. Il n'y a nulle part où aller. Les salaires rendent cette situation encore plus cruelle. La somme reçue pour un mois entier de travail couvre à peine quelques jours d'alimentation de base.
Même les professionnels diplômés, comme les enseignants, les médecins et les ingénieurs, ne parviennent pas à subvenir aux besoins de leur famille. Travailler légalement ne garantit pas la survie. L'argent ne suit tout simplement pas le coût réel de la vie. La Havane n'est pas un champ de guerre, ce n'est pas un bidonville flottant, ce n'est pas une décharge toxique, mais c'est un exemple brutal d'effondrement silencieux. Un endroit où la ville reste debout seulement en apparence, tandis que la vie de ceux qui y habitent s'éteint peu à peu, dans le noir, dans la faim et dans le manque d'espoir. Pourriez-vous vivre dans un endroit où plusieurs pays déversent leurs ordures? Vous devez penser, un tel endroit est impossible à vivre, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que des milliers de personnes y vivent chaque jour? Je parle d'Agbogblochi, dans la périphérie d'Accra, la capitale du Ghana, l'un des endroits les plus toxiques de la Terre, où les déchets électroniques de la planète entière sont jetés sans propriétaire et sans déguisement. Téléphones portables cassés, vieux téléviseurs, cartes mères d'ordinateurs, vieux ordinateurs portables, câblages, réfrigérateurs, imprimantes, tout atterrit ici. Des milliers de tonnes de déchets numériques arrivent chaque semaine d'Europe, des États-Unis et d'Asie, sous prétexte qu'il s'agirait d'équipements réutilisables. Mais la vérité est qu'Agbogblochi est devenue la décharge mondiale de la technologie jetée. Et au milieu de cette mer de décombres toxiques, il y a des enfants qui courent, des adolescents qui brûlent des fils pour extraire le cuivre et des hommes qui respirent de la fumée noire tous les jours. La scène est surréaliste. Des flammes nues au sol, des traînées de fumée couvrant le ciel, des gens au visage sale, aux yeux brûlants et aux mains brûlées. Tout cela pour obtenir quelques pièces par kilo de métal vendu. Agbogblochi a une population estimée à plus de 40 000 personnes, vivant parmi la ferraille, la fumée toxique et les déchets électroniques en décomposition. Le sol est empoisonné par le plomb, le cadmium, le mercure, l'arsenic et d'autres substances cancérigènes. L'eau est impropre à la consommation. L'air transporte des particules si petites et toxiques qu'elles entrent directement dans les poumons. Les gens tombent malades, mais continuent, car survivre ici vaut plus que d'avoir la santé. C'est un endroit où l'avenir est brûlé dans des feux de joie et où le présent est fait de fumée, de douleur et d'abandon. Agbogblochi n'est pas seulement une décharge. C'est le pire portrait de l'inégalité mondiale. Un endroit où les riches jettent leurs excès et où les pauvres en paient le prix avec leur propre corps. Maintenant, imaginez-vous vivre dans un endroit si pollué que le simple fait de respirer devient un risque quotidien pour votre santé. C'est la ville de Lahore, au Pakistan, qui porte un titre sombre. C'est l'une des villes les plus polluées au monde. Et ce n'est pas une exagération rhétorique. C'est une réalité prouvée par des indices internationaux. En 2024, Lahore est apparu en tête du classement mondial de la pollution atmosphérique, enregistrant des niveaux de particules toxiques dans l'air qui dépassent jusqu'à 30 fois la limite considérée comme sûre par l'Organisation mondiale de la santé. L'air reste dense, gris et lourd. Pendant une bonne partie de l'année, un brouillard toxique recouvre les bâtiments, laissant le ciel éternellement opaque. Respirer à Lahore, c'est littéralement comme fumer 3 paquets de cigarettes par jour, même si vous n'avez jamais touché à une cigarette. Les effets en sont dévastateurs. Des enfants avec une toux chronique, des personnes âgées avec des poumons qui s'affaissent, et des hôpitaux bondés de patients souffrant de bronchite, d'asthme, d'infections respiratoires et de cancer du poumon. Et la tragédie va au-delà de ce qui est dans l'air. Les rues de la ville sont un festival d'abandon. Les ordures s'étalent sur les trottoirs, les égouts débordent et les canaux qui traversent la ville exhalent l'odeur pourrie des déchets humains mélangés aux résidus industriels. Dans de nombreux quartiers, en particulier les plus pauvres, les gens cohabitent avec le décombre, les moustiques, les rats, l'eau stagnante et les maladies, comme si c'était quelque chose de courant. Et ce n'est pas tout. La cuisine de rue, bien qu'abondante et bon marché, est souvent préparée dans des conditions alarmantes. Huile réutilisée, mains sales, ustensiles lavés avec de l'eau contaminée et comptoirs couverts de mouches. Les marchés populaires de Lahore sont un mélange d'arômes et de pourriture, où la saveur et le risque d'intoxication alimentaire vont de pair. Vivre à Lahore, c'est être constamment exposé à un poison invisible. Un poison qui pénètre par les poumons, par l'eau, par la nourriture et par le silence d'un système qui feint de ne pas voir que sa population étouffe chaque jour. Quand on pense aux camps de réfugiés, l'image qui vient à l'esprit est celle de tentes temporaires, d'aide humanitaire et d'abris provisoires. Mais à Kutupalong, dans le sud-est du Bangladesh, cette idée disparaît rapidement. Ici, ce qui devait être un lieu d'urgence est devenu une ville improvisée, chaotique, vulnérable et sans horizon. Avec plus de 900 000 réfugiés,
La majorité de l'ethnie Rohingya, Kutupalong, est aujourd'hui le plus grand camp de réfugiés au monde. 16 personnes ont fui les massacres, les persécutions religieuses et la violence extrême au Myanmar, leur pays d'origine, seulement pour trouver une nouvelle forme de souffrance. Surpopulation, misère et abandon. Les tentes faites de n'importe quel matériau possible couvrent les collines et les vallées. Les rues sont en boue, les ruelles étroites et la chaleur est insupportable. Quand il pleut, la boue recouvre tout. Quand le soleil tape, l'air devient étouffant. Il n'y a pas de système d'égouts adéquat. Les latrines sont précaires et les maladies se propagent rapidement. Diarrhée, tuberculose, hépatite, infections cutanées et respiratoires. La nourriture est rationnée et l'eau propre est presque inexistante. Et même au milieu de tant de douleurs, la peur continue. Beaucoup de ces personnes n'ont pas de papier et vivent sous le risque constant de déportation, de violence ou d'extorsion. Ils ne peuvent pas quitter le camp librement, n'ont pas le droit d'étudier, de travailler ou de reconstruire leur vie. Kutupalong n'est pas seulement un endroit difficile, c'est une prison sans barreaux, où le passé a été perdu, le présent est cruel et l'avenir n'existe tout simplement pas. Vous avez peut-être déjà connu des bidonvilles, mais celui-ci vous laissera sans doute surpris. Dans la ville de Lagos, au Nigeria, il y a un endroit où la terre ferme cède la place à l'eau sale et où la pauvreté ne marche pas, elle flotte. Makoko est connu comme le plus grand bidonville flottant du monde, une communauté construite sur des pilotis en bois enfoncés dans le lit d'une lagune contaminée, où des milliers de personnes vivent dans des cabanes suspendues, des canoës improvisés et des passerelles précaires. On estime que plus de 250 000 personnes vivent dans cet enchevêtrement de bois, de zinc, de boue et de souffrance. La plupart sont nés là et n'ont jamais vu d'autre type de vie. Il n'y a pas de système d'égout, ni d'eau potable, ni de collecte régulière des ordures. Tout va directement dans l'eau, qui, à son tour, est utilisée pour pêcher, cuisiner, laver les vêtements et même pour se baigner. Le scénario est celui d'un abandon complet. Les maisons sont montées avec ce qu'il y a. Restes de bois, vieilles tuiles, morceaux de fer et bâches en plastique. Certaines tiennent à peine debout. La chaleur est étouffante. Et l'odeur ? Un mélange de poissons pourris, d'excréments, d'urine et de fumée de charbon. Les enfants jouent dans ces eaux polluées comme si c'était quelque chose de normal, nageant parmi les sacs en plastique, les bouteilles flottantes et les déchets humains. Mais le plus impressionnant est que, même sur des structures sène-bois instables, Makoko a des commerces, une église, une école et même un bordel. La survie y est si difficile que de nombreuses femmes, sans alternative, finissent par se prostituer pour obtenir de la nourriture, du charbon ou des vêtements pour leurs enfants. La pauvreté pousse tout le monde vers des décisions extrêmes. Makoko est un portrait de résistance, mais aussi d'oubli. Le gouvernement du Nigeria qualifie souvent le lieu d'occupation illégale et a déjà tenté d'expulser une partie de la communauté par la force. Pourtant, le peuple continue, même lorsque les fortes pluies envahissent les cabanes, emportant le peu que beaucoup ont mis des années à construire. Et malgré tout, la vie ne s'arrête pas. Les bateaux jouent le rôle de voitures, le canoë devient l'école, et les rêves de ceux qui y vivent continuent d'essayer de flotter, même dans une mer d'abandon. Loin des pyramides et des cartes postales égyptiennes, il existe un endroit où le luxe des antiquités cède la place à l'odeur de la pourriture. Manshiat Nazer, connu comme la ville des ordures, est un quartier où les ordures de la capitale de l'Égypte se transforment en logement, en subsistance et en prison pour des milliers de personnes. Ici, la réalité n'est pas seulement sale, elle est étouffante. Avec une population estimée à plus de 60 000 habitants, la ville des ordures est le plus grand centre informel de collecte et de recyclage au monde. Chaque jour, des tonnes d'ordures de la région métropolitaine du Caire, l'une des plus peuplées d'Afrique, sont amenées ici par des charrettes, des camions improvisés et même des motos. Et c'est parmi ces ordures que les gens vivent, travaillent, mangent et dorment. Les rues sont littéralement couvertes de déchets, sacs en plastique, restes de nourriture, meubles cassés, cartons, carcasses d'appareils électroménagers, couches usagées, morceaux d'animaux morts. Le sol n'est plus visible. Les maisons sont construites avec ce qui restait des ordures des autres. Pour vous donner une idée, même sur les toits, il y a des piles d'ordures empilées pour sécher, stocker ou séparer. L'odeur est insupportable et le risque d'incendie est constant. Il est courant de voir des enfants jouer sur les montagnes d'ordures, sautant entre des sacs ouverts avec des larves et des restes organiques. Les gens cuisinent là même, au milieu des décombres, utilisant des réchauds rouillés à côté de déchets organiques et d'animaux. Mais comment ces gens parviennent-ils à vivre ici ? La réponse est qu'ils ont fait des ordures leur métier, leur routine,
et, d'une certaine manière, leur survie. Ils sont connus sous le nom de Zabalines, le peuple des ordures, une communauté majoritairement chrétienne copte. Historiquement marginalisés en Égypte, ils ont créé un système rudimentaire, mais étonnamment efficace, de recyclage manuel qui transforme jusqu'à 80% des déchets en matériaux réutilisables, bien plus que le système de recyclage de nombreuses villes modernes. À Manchiat Nazer, les ordures ne sont pas seulement des ordures. C'est un paysage, c'est une routine, c'est un destin. Vivre dans la ville des ordures, c'est grandir parmi les rats, la fumée et les décombres. C'est exister là où le monde a déjà jeté tout espoir. Effondrement total. Pourriez-vous vivre dans un pays où la faim n'est pas une exception, mais une routine? Ou se réveiller sans savoir s'il y aura de la nourriture à la fin de la journée est quelque chose d'absolument normal? Le Burundi est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres de la planète. Ici, la misère n'est pas cachée dans des bidonvilles isolés ou dans des quartiers oubliés par le gouvernement, elle est partout. Dans les villes, à la campagne, sur les routes de terre, dans les maisons en boue et, surtout, dans le corps des gens. Pour vous donner une idée, plus de 80% de la population vit de l'agriculture de subsistance, cultivant de petites parcelles de terre juste pour essayer de ne pas mourir de faim. Il n'y a pas d'excédent, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de lendemain. Les logements reflètent cette réalité brutale. La plupart des maisons sont faites de boue, de branches, de bois récupérés et de tuiles improvisées. Beaucoup n'ont pas de sol, c'est juste de la terre battue. Il n'y a pas d'assainissement de base pour une grande partie de la population. Les eaux usées coulent à ciel ouvert entre les maisons. L'eau utilisée pour boire, cuisiner et laver les vêtements provient de rivières contaminées, de flaques ou de sources improvisées. Des maladies comme la diarrhée, le choléra, le paludisme et les infections respiratoires font partie du quotidien, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Ici, tomber malade est courant, survivre pas tellement. Et parler du Burundi, c'est inévitablement parler des enfants. Le pays a l'un des taux de malnutrition infantile les plus élevés au monde. Il est courant de voir des enfants au ventre gonflé par la faim chronique, aux bras fins comme des brindilles et aux regards éteints, sans éclat. Beaucoup n'atteignent pas l'adolescence. D'autres grandissent avec des séquelles physiques et cognitives irréversibles. L'accès à l'école est limité et quand il existe, tout manque. Matériel, enseignants, structure et même nourriture. L'enfance au Burundi est courte, quand elle existe. L'infrastructure du pays est pratiquement inexistante. L'électricité est un luxe rare en dehors de la capitale, et même là, les coupures sont constantes. Internet est rare et inaccessible pour la majorité de la population. Les hôpitaux fonctionnent sans équipement de base, sans médicaments et avec peu de professionnels. Dans de nombreuses régions, il n'y a pas de médecins, pas d'ambulance, pas de secours. Tomber malade dans une grande partie du pays est pratiquement une condamnation à mort, non par manque de volonté de vivre, mais par abandon total. Le Burundi porte également un titre cruel, le pays le plus malheureux du monde, selon divers classements internationaux sur la qualité de vie et le bien-être. Des années de conflits internes, d'instabilité politique, d'extrême pauvreté et de manque d'opportunités ont détruit tout sentiment d'espoir collectif. Ici, la lutte n'est pas pour des rêves, le confort ou l'avenir. La lutte est pour survivre un jour de plus. Situé au milieu du gigantesque lac Victoria, entre les eaux disputées par l'Ouganda et le Kenya, se trouve l'un des endroits les plus chaotiques et étouffants de la planète. La minuscule île de Migingo, avec moins de 2000 mètres carrés de superficie totale. Quelque chose de plus petit que la moitié d'un terrain de football. Ce rocher infesté de cabanes abrite plus de 500 personnes, formant l'une des densités de population par mètre carré les plus élevées au monde. Il n'y a pas d'espace libre. Chaque morceau de sol est occupé par des constructions précaires faites de zinc, de bois, de bâches et de ferraille récupérées. Les ruelles entre les cabanes sont si étroites qu'une personne ne peut passer que de côté. Il n'y a pas d'arbres, pas d'assainissement, pas de silence, seulement du bruit, de la saleté, de la chaleur et une odeur permanente de poissons pourris, d'urine et de fumée d'huile brûlée. La vie à Migingo tourne autour de la pêche. Le lac est riche en perches du Nil, un poisson commercialement prisé, et c'est pourquoi tant de gens risquent tout pour vivre là-bas. Mais cette richesse est devenue une malédiction. Le territoire est constamment disputé entre deux pays, l'Ouganda et le Kenya, qui maintiennent des patrouilles armées et se disputent le contrôle des eaux et de l'île. Par conséquent, ceux qui en paient le prix sont les pêcheurs eux-mêmes, qui, en plus de vivre dans des conditions inhumaines, doivent faire face à des extorsions, des menaces, des arrestations arbitraires et des conflits violents. Et cela ne s'arrête pas là. Il n'y a pas d'écoles, d'hôpitaux
ou de systèmes d'égouts. L'eau utilisée pour boire, cuisiner et se laver est puisée directement dans le lac contaminé par des déchets humains, des restes de poissons et de l'huile de moteur. L'électricité provient de générateurs improvisés et la nourriture est répétitive. Du poisson frit tous les jours, préparé sur des réchauds entourés de mouches. Les maladies sont courantes et l'assistance médicale inexistante. À Migingo, il n'y a pas de refuge. La chaleur, la misère et le bruit sont constants. Les cabanes chauffent comme des fours pendant la journée et deviennent des pièges étouffants la nuit. Dormir est un défi, avoir de l'intimité est un luxe. Avoir la paix est impossible. Migingo n'est pas seulement exigu, c'est claustrophobe, chaotique, insalubre, un véritable enfer flottant au cœur de l'Afrique. Et pourtant, des centaines de personnes insistent pour appeler ce morceau de rocher leur maison. Si vous aimez le froid ou avez envie de voir de la neige, vous feriez mieux de revoir vos choix avant d'envisager de visiter Yakoutsk, en Russie. Oubliez le charme des paysages blancs ou le confort d'un chocolat chaud. Ici, le froid est brutal, implacable et dangereux. Les températures atteignent fréquemment moins 50 degrés Celsius. Une simple démonstration de l'environnement est que l'eau, lorsqu'elle est bouillie et jetée en l'air, se transforme instantanément en cristaux de glace. La température la plus basse jamais enregistrée dans la région était de moins 71 degrés Celsius, un jalon qui la place parmi les endroits habités les plus froids de la planète. Et il ne s'agit pas d'un village isolé. Yakoutsk compte plus de 330 000 habitants qui vivent toute l'année dans cette ville gelée. L'hiver dure jusqu'à 8 mois, et pendant une bonne partie de ce temps, le soleil apparaît à peine. Le froid n'est pas seulement inconfortable, il transforme complètement le mode de vie. Les gens sortent dans les rues encagoulés avec 5 ou 6 couches de vêtements, des lunettes, des protections et des masques. Le contact avec l'air peut brûler la peau en quelques minutes. Les voitures ne fonctionnent que si elles restent allumées toute la journée ou si elles ont des chauffages couplés au moteur. Les bâtiments sont construits sur des piliers car le sol, connu sous le nom de pergélisol, est éternellement gelé. Toute tentative de construction directe fait fondre le sol, ce qui peut faire couler des maisons entières. Pour vous donner une idée, les marchés vendent de la viande et du poisson congelé en plein air sans avoir besoin de congélateur. Oui, car tout gèle déjà naturellement. Même les appareils électroniques souffrent, les téléphones portables, les caméras et les batteries cessent simplement de fonctionner en plein air. Et pourtant, les habitants de Yakoutsk travaillent, étudient, se marient et élèvent leurs enfants dans une ville où, littéralement, même le temps semble avoir gelé. À plus de 5100 mètres d'altitude, nichée dans les Andes péruviennes, il existe une ville où respirer fait mal, où la pauvreté est extrême et où l'absence de loi a transformé la vie quotidienne en un chaos permanent. Le nom de cet endroit est La Rinconada, la ville la plus haute du monde et l'une des plus difficiles à vivre. L'oxygène est si rare que les nouveaux arrivants ressentent généralement des vertiges, des nausées et des maux de tête constants. Les effets de l'altitude sont dévastateurs. Maladies respiratoires, hypertension, insomnie et fatigue chronique. Même pour les natifs, chaque mouvement est fatigant. Courir est impossible. Travailler, un défi quotidien. La ville n'a pas d'assainissement de base ni d'eau potable courante. La plupart des habitants collectent l'eau des glaciers voisins qui sont déjà contaminés par le mercure et les métaux lourds utilisés dans l'exploitation minière. Et c'est précisément cela qui attire des milliers de personnes vers cette ville. L'or. La Rinconada est une ville construite sur des promesses de richesse, mais soutenue par le travail esclave, l'exploitation extrême et la misère absolue. Presque tous les habitants travaillent dans des mines artisanales illégales. Les salaires sont instables. Beaucoup travaillent des semaines sans être payés, dans l'espoir de trouver une pépite cachée dans la boue. La ville n'a pas de police efficace ni d'administration publique. Il n'y a pas de collecte d'ordures, d'hôpital ou d'inspection sanitaire. Les rues sont nids de poules, les cabanes sont fragiles et l'odeur des égouts et de la pourriture se mélange à la fumée toxique des fours à or. La Rinconada est le portrait du désespoir. Il n'y a pas d'arbres, pas de verdure, pas de repos. Vivre ici, c'est comme habiter au sommet du monde, mais au fond du gouffre. Ce ne sont là que quelques-uns des endroits les plus extrêmes, dangereux, sales et inhumains de la planète. Des scénarios qui semblent irréels, mais où des millions de personnes vivent chaque jour, affrontant l'abandon, la faim, la pollution, la guerre et le manque total de dignité. Des endroits où, honnêtement, je ne voudrais pas particulièrement vivre. Et j'imagine que vous non plus. Maintenant, dites-nous ce qui vous a le plus choqué dans cette vidéo. Laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Pensez à liker et à vous abonner. Ça me motive à créer encore plus de vidéos.
On se dit à la prochaine.